Je vais commencer par les brûlures thermiques. Les brûlures graves, bien entendu. Puisqu'il s'agit de réanimation, je vais parler de la réanimation des brûlures graves. Et s'agissant des brûlures graves, c'est surtout la prise en charge des 48 premières heures. Parce qu'après, ça devient une affaire de plasticiens qui vont faire des greffes de peau. Alors les objectifs de ce cours sont ceux-ci. Donc on va les passer en revue très vite. Et s'agissant tout d'abord des caractéristiques d'une brûlure, parce que c'est ce qu'il faut faire tout de suite, quand on a un brûlé grave devant soi, c'est d'estimer la superficie, c'est-à-dire la surface cutanée brûlée. Et pour ça, je pense que vous savez comment est-ce qu'on fait. Vous connaissez la règle des 9 de Wallace. Vous savez ce que c'est que la règle des 9 de Wallace? Parce que pour estimer la superficie brûlée, on ne va pas prendre un mètre et commencer à mesurer, n'est-ce pas? Donc la règle de 9 de Wallace, c'est très simple. Le membre supérieur, c'est 9%. Donc 9 et 9, ça fait 18. Les deux membres inférieurs, c'est 18% chacun. Donc 18 et 18, ça fait 36. La partie postérieure du tronc, c'est 18. La partie antérieure, c'est 18. Alors si vous faites le compte de tout ça, vous avez 99. Et il vous reste 1%, c'est les organes génitaux externes. Voilà, c'est la règle des 9 de Wallace. Donc c'est comme ça qu'on apprécie la surface cutanée brûlée. D'accord? La surface cutanée brûlée intervient bien entendu dans l'appréciation de la gravité. Alors, la gravité, c'est certes la superficie, mais c'est surtout la profondeur. Parce qu'on peut être brûlé à 60%, mais de façon très superficielle, ce n'est pas très grave. Mais si dans les 60%, il y a des zones qui sont touchées profondément, là, ça devient plus grave. Donc la profondeur, vous avez des stades. Vous avez une atteinte juste de la couche cornée de l'épiderme. À ce moment-là, vous avez juste un érythème. Un érythème, ça veut dire une rougeur, sans perte liquidienne. Parce que ce qui fait la gravité d'une brûlure, c'est les pertes liquidiennes qu'elle engendre. La brûlure superficielle, c'est quand le seul épiderme est atteint. À ce moment-là, on va avoir très mal, parce que l'épiderme contient ce qu'on appelle les algorécepteurs, c'est-à-dire les récepteurs de la douleur. Il y aura des phlictènes. Vous savez ce que c'est que des phlictènes? Ou wakat, des ampoules. Ça guérit très vite, tout seul. On n'a besoin de rien faire, en 2 à 3 semaines. Un peu plus profondément, vous avez les brûlures intermédiaires. En termes de brûlure, on ne parle plus de stade 1, stade 2, stade 3. On parle de ça. L'épiderme et la membrane basale sont atteintes. La douleur commence à devenir moindre. Pourquoi? Parce que les algorécepteurs sont en quelque sorte un peu détruits. Les phanères sont adhérents. Les phanères, c'est-à-dire les cheveux, en gros, ils adhèrent. La vitropression est positive. Ça veut dire que quand vous pressez, n'est-ce pas, ça pâlit et ça rosit après. Ça veut dire que les vaisseaux sont encore intacts. La cicatrisation se fait aussi en 3 semaines. Et vous avez les brûlures profondes. Celles-là, c'est les plus graves, bien entendu. L'épiderme et le derme sont détruits. Il n'y a pas de douleur parce qu'il n'y a plus d'algorécepteurs de fonctionnels. Ils sont tous détruits aussi. La couleur est blanc nacré, rouge vif ou brun. Il y a une absence d'élasticité, c'est-à-dire que vous pincez la région brûlée, elle n'est pas élastique du tout, elle est rigide. Les phanères ne sont pas adhérents, ils se décollent. Et ce type de brûlures ne peuvent pas guérir toutes seules, elles ont besoin obligatoirement d'une greffe de peau. Et ce qui a en quelque sorte révolutionné la prise en charge des brûlés, c'est les greffes de peau précoces. On les fait très précocement. C'est la seule façon de pouvoir soigner réellement des brûlés graves. Alors les conséquences des brûlures sont celles-ci. Vous avez une phase initiale, c'est la phase d'œdème. L'œdème parce que la brûlure c'est une agression, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il y a une agression, il y a le système inflammatoire qui intervient avec un afflux de cellules qui vont provoquer de l'œdème. Et par ces œdèmes-ci,
il y aura une déperdition hydroélectrolytique très importante, ce qui va être à l'origine d'un choc hypovolimique. Et même s'il n'y a pas un état de choc hypovolimique, il y a une hypovolémie sévère qu'il faudra traiter de la même façon. La phase secondaire, c'est celle de la réaction inflammatoire locale et générale, ce qu'on appelle le CIRS. Vous savez ce que c'est que le CIRS? Syndrome de réponse inflammatoire systémique. Et ça va déclencher une atteinte de tous les organes, une dysfonction viscérale, ce qui va faire de la brûlure grave, en quelque sorte une maladie générale, un peu ce qu'on voit dans le choc septique par exemple. Et puis vous avez une phase tardive qui est la phase d'hypermétabolisme et d'hypercatabolisme, ce qui va déboucher sur une dénutrition sévère, ce qui va donner un risque infectieux très important. Les brûlés graves s'infectent beaucoup, si bien que quand un brûlé grave vous fait de la température au 7e jour, ben vous mettez les antibiotiques tout de suite. C'est une indication d'antibiothérapie sans délai, parce que le risque infectieux est important et parce que l'infection grève en quelque sorte le pronostic vital. Voilà. Donc, voici quelques caractéristiques des brûlures, quelques conséquences. Maintenant, il est important, quand on a affaire à un brûlé, de déterminer la gravité. Et pour ce faire, on fait appel à plusieurs scores. Alors, vous avez la surface cutanée brûlée, bien entendu. Et à chaque fois que ça dépasse 20% chez l'adulte, on considère que c'est potentiellement grave. Ça peut ne pas l'être, parce que si c'est 20% ou 25%, mais de façon très superficielle, mais à partir de 20%, voilà, 20% ça veut dire par exemple tout un membre inférieur, ou les deux membres supérieurs, ou le tronc. Mais quand il s'agit d'un nourrisson, c'est moins que ça, n'est-ce pas? Et quand il s'agit du vieillard, bien sûr, c'est moins que ça, pour des raisons évidentes, que vous comprenez aisément. Et quand la brûlure dépasse 20% chez l'adulte, c'est une indication d'hospitalisation dans un centre spécialisé. Un centre spécialisé, ça veut dire un centre qui soit en mesure, en même temps que de faire de la réanimation, de faire des greffes de peau précoces. C'est d'abord le centre spécialisé. Vous avez, toujours pour apprécier la gravité, la surface cutanée brûlée associée à la profondeur. Alors quand on associe les deux, ça nous définit le score UBS. UBS, ça veut dire unité de brûlure standard. Alors, comment est-ce qu'on calcule cette UBS? C'est la surface totale brûlée, mettons 30% par exemple, donc ça va faire 30 plus 3 fois la surface brûlée au 3e degré. Donc 30, mettons surface brûlée au 3e degré, 5%, 30 plus 3 fois 5, 15, ça nous fait 45. Eh bien, on va dire que la brûlure est grave quand l'UBS dépasse 50, qu'elle est très grave quand elle dépasse 100 et qu'elle est gravissime au-delà de 150. Au-delà de 150, pratiquement personne ne survit. Au-delà de 150, donc vous pouvez imaginer le scénario, les pourcentages, c'est très grave. Vous avez après le score de Beau qui associe la surface et l'âge, parce que l'âge est un facteur pronostic. De toute façon, l'âge est un facteur pronostic, quelle que soit la pathologie, n'est-ce pas? Donc, mauvais pronostic au-delà de 75, très mauvais pronostic au-delà de 100, et au-delà de 100, la mortalité est pratiquement à 100%. Donc, ça veut dire que la brûlure chez les vieillards, c'est quand même très grave. Surface cutanée brûlée, âge, profondeur et présence de lésions d'inhalation, parce que les lésions d'inhalation aussi font partie des signes de gravité, puisqu'elles multiplient la mortalité par 2. Les lésions d'inhalation, ça veut dire que le malade va inhaler de la fumée toxique, et il va, qu'est-ce que va donner la fumée toxique au niveau du poumon? Ça va donner un œdème aigu pulmonaire lésionnel, n'est-ce pas? Œdème pulmonaire lésionnel, qui peut confiner au syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, ne serait-ce que pour ça, le pronostic est très mauvais. Et on peut dégager finalement, à partir de tout ce que je viens de dire, 3 grands facteurs de risque essentiels dans la brûlure: une surface cutanée brûlée supérieure à 40%, un âge supérieur à 60 et l'existence de lésions d'inhalation. Vous avez aussi le score de là-bas, donc l'Association américaine des brûlés, siège, superficie, profondeur et âge, parce que le siège intervient aussi, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est brûlé par exemple au niveau de la face, c'est quand même grave parce que ça peut déboucher sur de la détresse respiratoire, sur des difficultés. Quand on est brûlé ici et qu'il y a de l'œdème cervico-facial, on peut se retrouver très vite en situation de détresse respiratoire. Voilà. Donc le traitement des brûlés graves, eh ben, c'est un peu ça. Mise en condition, comme pour toute pathologie, n'est-ce pas?
Moniteur H standard, SPO2, pression artérielle scope, c'est du standard. Cathéter veineux périphérique, si surface cutanée brûlée inférieure à 30, donc une surface périphérique, sur une zone bien entendu non touchée. Et si la surface cutanée brûlée est importante, eh ben, il faut prendre une voie veineuse centrale, de préférence en zone saine, la voie fémorale étant la plus adaptée, c'est ce que je vous dis déjà, s'agissant de l'état de choc, privilégier la voie fémorale, chaque fois que c'est possible. Parce que les autres voies présentent des dangers au niveau de la mise. Le brûlé est très important, au-delà de 60, parce que c'est des malades qui sont d'emblée en détresse. Si les besoins analgésiques sont meilleurs, vous savez, ces malades ont besoin d'être peut suffire, peut-être le Doliprane par voie injectable, mais très souvent on a besoin de mettre des morphiniques. Si on a besoin de morphiniques en grande quantité, eh ben, il vaut mieux à ce moment-là intuber et ventiler le malade pour qu'il ne soit pas exposé à un risque de dépression respiratoire par les drogues morphiniques. S'il est respiratoire, ça va de soi. S'il est d'inhalation, ça va de soi. N'est-ce pas, parce que le malade est en conscience menaçante, c'est-à-dire que ça menace la respiration et que vous dans l'obligation d'intuber avec peut-être l'impossibilité, mieux vaut le faire tout de suite. Sonde nasogastrique, sonde urinaire, ça fait partie du standard. Alors, la réanimation du brûlé grave, c'est essentiellement une réanimation hydroélectrolytique. Le malade perd énormément. Grave peut perdre 6, 7, 8, 10 litres. Donc, on l'avait fait rentrer au Maroc, mais disons qu'il coûte trop cher pour saler un œuf pour 1000. Donc retenez le sérum physiologique. Albumine, si surface cutanée brûlée supérieure à 30%, albuminémie, moins de grammes par litre. L'albumine, ça sert très peu en médecine. Ben, l'une des situations où on continue encore brûlé grave, qu'est-ce qu'ils perdent? Ils perdent de l'eau et des électrolytes, mais ils perdent aussi beaucoup d'albumine au niveau de leur surface brûlée. Les volumes, c'est lors du ramassage d'un millilitre, on ramasse quelqu'un dans la rue. Ça peut arriver avec le développement des SMUR et des SAMU. H0, H millilitres par kilo par pourcentage de surface cutanée brûlée. Donc si le malade est brûlé à 40%, donc 2 fois 60 qui est le poids, ça fait 120 fois 40. Donc vous faites les calculs entre H8 et H24, 1 millilitre kilo, et entre H24 et 48, 1 millilitre par kilo par pourcentage de surface cutanée brûlée. L'objectif étant essentiellement d'avoir une diurèse, parce que la diurèse c'est le meilleur reflet, disons, d'une bonne volémie. Une diurèse entre 0,5 et 1 millilitre par kilo et par heure. Si vous avez ça, c'est parfait. Alors pour vous faciliter la tâche, parce qu'on peut se perdre dans tous ces calculs, voici une formule qui résume tout. C'est la formule de Parkland. Vous en avez peut-être entendu parler, et ça c'est une question d'examen. Je vais certainement vous demander de me donner la formule de Parkland. Donc apprenez-la par cœur, parce qu'elle est très simple. La formule de Parkland, c'est H0, H8, 2 millilitres par kilo et par surface cutanée brûlée, et entre H8 et H24, la même chose. Donc en gros, sur 24 heures, c'est 4 millilitres par kilo par surface cutanée brûlée. Cette formule doit être apprise par cœur. Obligé de faire à 0, c'est pas bien. D'accord? Donc imaginez quelqu'un qui soit brûlé à 50% et qui pèse 70 kg, et bien 4 fois 70, ça fait 280. Que multiplie 50, 280 fois 50, c'est pour vous donner une idée sur l'importance des déperditions. 280 fois 50, 14 litres. C'est énorme. Alors 14 litres, il faut pouvoir les passer. Ça vous donne une idée de l'importance justement de l'hypovolémie dans les brûlures et de l'importance que de corriger cette hypovolémie. Si vous faites ça, le malade a beaucoup de chances de pouvoir être sauvé, pourvu bien entendu que les plasticiens prennent le relais et qu'ils puissent faire des greffes cutanées. Les thérapeutiques associées, donc le traitement essentiel, c'est celui que je viens de vous dire. Maintenant, il y a des choses qu'on
qu'on fait aussi chez les brûlés, c'est la sédation analgésique, capitale, parce que c'est des malades extrêmement mal, c'est des malades qui... Donc il faut leur mettre de la morphine quand il est grave, le paracétamol plus, mais ça suffit rarement. Donc morphine intraveineuse à la sape après titration ou en sous-cutané. Vous savez comment est-ce qu'on manipule la morphine? Vous avez déjà eu à voir faire dans un service donné, oui? Hein? Vous savez ce que c'est que la titration de la morphine? Alors, la titration de la morphine, c'est très simple. On prend un malade, on lui injecte 1 mg de morphine, chlorhydrate de morphine, 1 mg en sous-cutané, par exemple. Il a toujours mal, quelques minutes après, un autre milligramme. Quelques minutes après, un autre milligramme. Et généralement, on a besoin de 5 à 10 mg pour que la douleur cesse. Une fois que la douleur aura cessé et qu'on est à 10 mg par exemple, et ben on prend les 10 mg, on les divise par 2. Ça nous fait 5 mg et on passera ça toutes les 6 heures. Ça va être 5 mg en sous-cutané toutes les 6 heures. C'est-à-dire la titration de la morphine. Héparine par voie veineuse, parce que c'est des malades à haut risque thromboembolique veineux, donc à titre préventif. Donc 500 unités kilo par jour avec contrôle du TCA. Antibiothérapie, pénicilline si plaie souillée, c'est-à-dire que si en plus de la brûlure, il y a une souillure d'une plaie, parce qu'on peut se brûler et puis voilà, tomber par terre, voir quelque chose nous tomber dessus et provoquer une plaie. Si fracture ouverte ou polytraumatisée, parce que ça peut arriver chez les brûlés, et ben ça sera aminopénicilline plus inhibiteur de bêta-lactamase, l'augmentin, qui va être donné pendant 48 heures. Vaccination antitétanique, si le malade n'est pas vacciné et qu'il n'a pas eu ses rappels à temps. Et bien sûr, les pansements, ça c'est capital, dès l'entrée, puis chaque jour, après lavage aux antiseptiques, mise à plat des flictanes et rasage des poils. Donc ça c'est éminemment important. Important. Retenez la règle des 10-15 pour les brûlures limitées. Pas les brûlures. Des 10-15, ça veut dire asperger la brûlure avec de l'eau dans les 10 à 15 minutes, c'est-à-dire le plus tôt possible, à 10 à 15 cm, donc on n'asperge pas à bout touchant, donc à bout portant, 10 à 15 cm, à 10 à 15 degrés, donc il faut que ça soit de l'eau froide, pendant 10 à 15 minutes. La réaction inflammatoire, j'y reviens, et la fuite plasmatique sont immédiates et importantes dans les 4 premières heures. C'est-à-dire que très vite, la fuite plasmatique se fait. L'importance du remplissage vasculaire initial est fondamentale, même en l'absence de collapsus vasculaire franc. C'est-à-dire même en l'absence d'état de choc, eh bien, le remplissage vasculaire doit se faire avec la règle de Parkland que je vous ai donnée. L'asepsie, bien entendu, parce que c'est des malades à très haut risque infectieux, donc gants, compresses, stériles, donc on les manipule, ces malades, comme si c'était des malades au bloc opératoire à opérer. Donc toujours avec le lavage chirurgical, avec la casaque, avec les gants stériles, etc. Une brûlure de 3e degré peut avoir l'aspect d'une peau saine. C'est-à-dire que quand on la regarde, ça a l'air d'une peau saine, mais si on ne prend pas le soin de voir si c'est anesthésié, si la peau n'est pas souple du tout, on peut passer à côté. Et donc le diagnostic se fait justement parce qu'il y a une anesthésie de la zone, anesthésie totale, le malade ne sent rien au niveau d'une brûlure profonde, et la peau est cartonnée. Voilà. Aucune souplesse, elle est blindée, cartonnée. L'examen clinique initial surestime toujours le pourcentage de surface brûlée, bien sûr, parce que la règle des 9 de Wallace, le membre supérieur est brûlé, il y a certainement des zones qui sont encore saines, on dit, tiens, 9%. Tant mieux si on surestime. Le plus grave, c'est qu'on sous-estime la surface brûlée. 30% des brûlures surviennent chez l'enfant. Et chez l'enfant, la règle justement des 9 de Wallace n'est pas adaptée. Par exemple, la tête, ça ne peut pas être que 9%. Tout à l'heure, on avait fait les calculs, on trouvait 99, et j'ai oublié de vous dire que la tête, c'était 9%. Vous l'avez deviné tout seul. Sans la tête, pas
99, ça fait 90. Avec la tête, ça fait 99. Donc les enfants ont une grosse tête. Pas au sens second. Et donc chez l'enfant, il faut plutôt brûler par la paume de la main. Ça c'est important, pas seulement chez les brûlés, mais aussi chez les enfants qui font des infections cutanées. On dit que l'enfant qui fait une infection cutanée genre impetigo n'a pas besoin d'une antibiothérapie systématique, sauf si de sa main à lui, pas la nôtre. Donc paume de la main, c'est 2%. Voilà. Bien sûr, ça reste de l'approximatif, comme la RNF de Wallace, elle-même est approximative. Voilà. Donc terminé pour les brûlures graves. Toujours dans l'accidentel, on va parler des intoxications aiguës. Les étiologies. Les tentatives de suicide, c'est l'étiologie la plus fréquente, surtout chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est plutôt de l'accidentel, n'est-ce pas? Donc 90% des intoxications aiguës chez l'adulte relèvent de tentatives d'autolyse, surtout les femmes. Et quand il s'agit de tentatives d'autolyse, c'est surtout les médicaments. J'allais dire heureusement, parce que dans les médicaments, il y a surtout les psychotropes. Quand c'est des benzodiazépines, ce n'est pas les benzodiazépines, vous savez ce que c'est? C'est le Valium, c'est le Tranxène. Ben, heureusement que c'est très souvent des benzodiazépines parce que celles-là, elles endorment. Puis l'individu se réveille pratiquement sans séquelles. Accidentel et domestique, c'est 95% chez l'enfant. Vous savez, les enfants, on dit que les enfants mettent tout dans la bouche. Voilà. Dès qu'ils ont quelque chose entre les mains, ben, ils le mettent dans la bouche. Les intoxications professionnelles, les agriculteurs par exemple, qui s'intoxiquent aux organophosphorés, c'est-à-dire les produits pesticides, les toxicomanies, les erreurs thérapeutiques, voilà, ça c'est les surdosages, ça peut arriver, hein, ça arrive assez souvent à l'hôpital. Et vous avez les intoxications alimentaires, n'est-ce pas? Et les intoxications au CO dans les collectifs. Voilà. Le diagnostic, généralement, est très facile, parce que c'est l'anamnèse qui le fait. L'anamnèse de la personne, si elle est en mesure d'eux, ou alors de l'entourage, qui vous amène le malade en vous disant, voilà, on l'a trouvé chez lui avec des boîtes vides de quelque chose, les intoxications collectives au CO, donc vous savez comment ça se passe. Donc généralement, ça ne pose aucun problème. Le plus important pour nous médecins, c'est de savoir avec quoi, parce que le produit, c'est capital de savoir lequel est-ce, n'est-ce pas? Combien, parce que les quantités qu'on a prises, ça a beaucoup d'importance, où et quand, parce que la durée est importante.